السلام عليكم. معكم لودغيري مؤنس أستاذ علوم الحياة والأرض. Bienvenue à cette révision consacrée à la correction d'un examen national de baccalauréat en 2017, session normale, option PC. Avant d'entamer la correction, je vous propose une méthodologie et conseils. Au début, vous allez vous concentrer sur la compréhension du sujet et dégager la problématique à résoudre. Pour cela, vous lisez attentivement les données et vous soulignez les termes importants. De même, repérez certains mots-clés qui vont vous aider à vos réponses. Respectez les consignes, ne sortez pas des limites du sujet, il faut toujours rester aux limites du sujet. Ne pas paraphraser les documents, autrement dit, il ne faut pas décrire le document sans donner une interprétation. Utilisez des phrases courtes et précises et claires dans vos réponses. De même, soulignez les termes importants dans les réponses. Espacez les différentes idées en changeant de paragraphe pour montrer que vous distinguez les notions différentes. S'il vous donne par exemple un schéma doit être toujours annoté, titré. Évitez les erreurs de contresens et de confusion. Il faut bien distinguer les termes scientifiques. On ne confond jamais entre, par exemple, subduction, obduction. Évitez l'utilisation de longues phrases sans argument. Deuxième partie, raisonnement scientifique, communication graphique et écrite, exercice 4. Les données sont les suivantes. Les zones de subduction sont le siège d'une activité volcanique importante. Les éruptions sont explosives et le refroidissement du magma est à l'origine d'andésite et d'autres roches volcaniques. Le magma provient des profondeurs à la verticale des volcans. Les chercheurs ont proposé 3 hypothèses principales sur l'origine de ce magma. Donc, la problématique scientifique à résoudre dans cet exercice, c'est de déterminer quelle est l'origine du magma qui donne les volcans andésétiques. Hypothèse 1. Le magma provient de la fusion partielle de la péridotite du manteau supérieur chevauchant. Deuxième hypothèse, le magma provient de la fusion partielle d'une roche appartenant à la croûte océanique subduite. La troisième hypothèse, le magma provient de la fusion partielle de la péridotite du manteau subduit. Pour tester la validité de ces hypothèses, on présente les données suivantes. Le document 1 présente la répartition des isothermes dans une zone de subduction et l'emplacement des 3 échantillons de roches, grand A, grand B et grand C. Le document qu'on nous donne est le suivant. La question, en utilisant le document 1, déterminer la profondeur et la température dans lesquelles se trouve chacun des 3 échantillons A, B et C. Comme vous voyez, le document illustre tout d'abord la localisation de 3 échantillons, grand A, grand B, grand C, dans le document. Grand A représente une péridotite du manteau supérieur chevauchant, de la plaque chevauchante. Grand B représente une roche de la croûte océanique plongeante qui est le basalte. Grand C représente un échantillon de péridotite du manteau supérieur plongeant. R1, R2 et R3, ce sont les roches de la croûte océanique subduite. Vous voyez aussi, la légende nous donne les isothermes. Autrement dit, les isothermes, ce sont les courbes reliant les points de même température qui sont généralement horizontales et parallèles à la surface terrestre dans cette zone et de même dans cette zone, mais ils sont incurvés, inclinés selon le plan de Benioff dans la zone de subduction. Première question, en utilisant le document 1, déterminer la profondeur
et la température dans laquelle se trouve chacun des trois échantillons, grand A, grand B et grand C. Les conditions dans lesquelles se trouvent ces échantillons, on doit bien sûr bien exploiter le document afin de donner les conditions de formation des trois types de roches, grand A, grand B et grand C. Pour déterminer la profondeur où se trouvent ces trois échantillons, on peut faire des projections. Comme vous voyez, il y a un axe vertical qui représente la profondeur. Il n'existe pas d'axe horizontal qui représente la température, donc on nous donne juste la profondeur ou bien les profondeurs correspondantes. Donc pour déterminer la profondeur où se trouve ou bien où se localise l'échantillon A, on peut tracer une droite horizontale qui passe par le point A. Le point d'intersection entre cette droite ou bien cette verticale, cette horizontale et l'axe qui représente la profondeur nous donne une idée sur la profondeur. Il est de l'ordre à peu près de 120 km. Pour déterminer la température, on ne peut pas faire des projections sur l'axe des abscisses puisqu'il n'est pas indiqué. Pour cela, on peut utiliser les isothermes. Je dis bien les isothermes, ce sont les courbes qui englobent les points de même température. Autrement dit, tous les points qui se trouvent sur cette ligne ont la même température ou bien se trouvent dans la même température. Par exemple, ce point, il se trouve à une température de 1000 degrés C, de même ce point, de même le point A. Donc, pour indiquer la température dans laquelle se trouve l'échantillon A, on peut préciser la ligne à laquelle appartient le point A. Il est de l'ordre de 1000 degrés C. Donc, la réponse sera sous forme d'un tableau. On écrit sur la première ligne les échantillons de roche A, B, C. Sur la deuxième ligne, la profondeur correspondante de chaque échantillon. Et la troisième ligne, on indique la température. Donc, la première réponse, on a dit que A se trouve à une profondeur de l'ordre de 120. On fait une représentation sur le graphique et une température de l'ordre de 1000 degrés C. En ce qui concerne le point B, même procédure. Donc, on va faire une projection sur l'axe des ordonnées pour l'horizontale qui passe par B, comme ceci. Donc, B, généralement, se trouve à une profondeur de l'ordre de 140 degrés, comme indiqué sur l'écran, et une température, si on suit la ligne de même température où se trouve B, on va trouver qu'il se trouve à une température de 400 degrés C, comme c'est indiqué sur l'écran. Pour la roche C, qui représente la péridotite de la plaque plongeante, généralement, il se trouve sur une ligne, sur un isotherme de 800 degrés et une profondeur, si on fait la projection, de l'ordre de 220 à peu près kilomètres. Donc, comme ça, on a répondu à la première question en faisant des projections des 3 points sur l'axe des abscisses et sur les isothermes illustrés dans notre document. Passons maintenant au deuxième document. Le document 2 présente les résultats d'expérience sur les conditions de fusion de la péridotite anhydre. Je rappelle anhydre, c'est-à-dire non hydratée, et la péridotite hydratée. Figure A est celle de la fusion du basalte anhydre non hydraté et du basalte hydraté riche en eau. D'autre part, figure B. Remarque, le basalte est une roche qui appartient à la croûte océanique plongeante. Donc, vous voyez dans ce graphique que le document 2 représente deux figures, figure A et figure B. Si on discute un peu cette figure, on voit clairement qu'il montre généralement on peut dire le diagramme température et profondeur, diagramme température en fonction de la profondeur. On voit qu'il y ait deux lignes, deux courbes,
une courbe en pointillé qui représente le solidus de la péridotite hydratée, c'est-à-dire riche en eau, et une deuxième rectiligne continue qui représente le solidus de la péridotite non hydratée, autrement dit sèche. Vous voyez clairement que le solidus de la péridotite hydratée limite le graphique en deux zones, zone où la péridotite est à l'état solide et la zone où la péridotite est à l'état solide liquide, autrement dit fusion partielle possible. De même, le solidus qui sépare le solidus de la péridotite non hydratée sèche sépare le graphique en deux zones, zone à droite qui représente la zone où la péridotite est à l'état liquide, solide, en fusion partielle, autrement dit, et la zone où la péridotite se trouve à l'état solide. Même explication pour la figure petit b, le solidus 3' ou bien 3 représente le solidus du basalte hydraté qui sépare le graphique en deux domaine qui appartient au domaine solide et une zone qui appartient au domaine solide liquide. Pour la courbe 4 qui représente le solidus du basalte non hydraté ou bien sèche, il sépare le graphique en deux zones, zone où le basalte est en état de fusion partielle et la zone où le basalte est en état solide. Donc, la question demandée, en exploitant la réponse précédente et en vous appuyant sur les figures du document 2, ici, déterminez le domaine auquel appartient l'échantillon de la roche B et le domaine auquel appartient l'échantillon de la roche C, puis tester la validité des deux hypothèses 2 et 3. Je rappelle que la roche B, il s'agit d'une roche basaltique qui compose la croûte océanique subduite et la roche C, il représente la péridotite de la plaque plongeante, d'accord, du manteau de la plaque plongeante. Donc, pour répondre à cette question, on doit utiliser les informations des réponses précédentes. D'après le tableau précédent, la profondeur où se trouve B, la roche B, est de l'ordre de à peu près, comme vous voyez là, est à peu près de 140 km de profondeur, mais à une température de 400 degrés C. On voit, si on représente la localisation de la roche B sur le graphique illustré sur la figure petit b, on va voir clairement que la roche B appartient au domaine 4. Donc, le domaine 4, comme vous voyez, c'est un domaine où l'état du basalte est solide, c'est-à-dire la fusion partielle du basalte est impossible. Même chose pour la représentation de la roche C. Vous voyez que la roche C, d'après sa profondeur et sa température, il se trouve ou bien il appartient au domaine 1. Je rappelle, la profondeur est de l'ordre de 220 et la température est de l'ordre de 800 degrés C. Dans ce domaine, vous voyez que cette roche sera à l'état solide. Pourquoi? Parce qu'il appartient au domaine solide. Donc, impossible qu'il y ait, par exemple, une fusion partielle de ce péridotite. Donc, dans ce cas, on peut dire que l'échantillon B appartient au domaine 4 comme on a déjà indiqué, l'échantillon C appartient au domaine 1 comme on a déjà indiqué. Je rappelle, l'échantillon C représente la péridotite de la plaque plongeante dans le manteau. On peut tester les hypothèses. Donc, les deux échantillons appartiennent à des domaines dans lesquels les roches sont à l'état solide, comme j'ai expliqué. Vous voyez que la roche B et la roche C appartiennent au domaine solide, donc ils ne peuvent pas fondre et par la suite, ils ne peuvent pas donner un magma. Donc, on peut dire que le magma ne peut pas se former dans ces conditions, d'où l'hypothèse 2 et 3 sont invalides. Donc, on peut
dire que l'hypothèse 2 et 3 sont injustes, sont inexactes. Pour la dernière ou bien l'avant-dernière question, généralement, de la même manière, on va localiser sur le graphique la roche A. Généralement, la roche A, selon la profondeur où il se trouve, 120 km, et la température de sa formation, il est de l'ordre de 1000. Donc, si on fait des projections sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, on va trouver que la roche A appartient au domaine 2. Comme vous voyez, le domaine 2 se trouve dans une zone où la péridotite peut fondre. Vous voyez ici clairement que le solidus de la péridotite non hydraté, je dis hydraté, limite entre la zone solide et la zone solide liquide. Donc vous voyez que la roche se situe dans un domaine 2 où l'état physique de la péridotite est solide liquide. Autrement dit, il peut fondre, il peut donner un magma, il peut subir une fusion partielle. Du coup, on peut dire que le domaine où appartient l'échantillon A est le domaine 2, bien évidemment. Test de l'hypothèse, dans ce domaine, la péridotite subit une fusion partielle puisqu'il est situé dans cette zone, d'accord? Ce qui confirme la validité de l'hypothèse 1. Récapitulons, c'est-à-dire la péridotite hydratée de la plaque chevauchante, c'est elle qui peut c'est elle qui peut fondre et peut donner par la suite un magma. Autrement dit, l'origine du magma vient de la péridotite de la plaque chevauchante et non pas de la plaque subduite. Les conditions essentielles pour la fusion partielle de la péridotite est la présence de l'eau. Pourquoi? Parce que vous voyez, s'il s'agit d'une péridotite hydratée, il va fondre parce qu'il appartient au domaine où les conditions généralement entraînent une fusion partielle. Mais s'il est non hydraté, comme vous voyez, non hydraté, c'est-à-dire une péridotite sèche, la limite que vous voyez ici, solidus non hydraté, il limite entre le domaine solide-liquide et le domaine, tout ce domaine est solide. Donc, d'après le positionnement de la roche A, si la péridotite était sèche, il va être dans un domaine où l'état est solide. Donc, il ne peut pas fondre. Et du coup, on peut dire que les conditions essentielles pour la fusion partielle de la péridotite est la présence d'eau. Pour que la péridotite fusionne, pour que la péridotite fondre, généralement, il doit être à l'état hydraté et non pas à l'état sèche. Afin de déterminer l'origine de l'eau nécessaire à la genèse du magma dans la zone de subduction, on suit les transformations minéralogiques que subissent les roches de la croûte océanique plongeante, roches R1, R2 et R3, représentées dans le document 2. La figure petit a du document 3 présente les domaines de stabilité de quelques assemblages minéralogiques, ainsi que les conditions de pression et de température de la formation des trois roches R1, R2 et R3. La figure petit b représente quelques réactions minéralogiques accompagnant le métamorphisme de ces roches. Question demandée, en exploitant les données du document 3, expliquez les changements minéralogiques en passant de la roche R1 à la roche R2 et de la roche R2 à la roche R3. Deuxième question, puis déduisez, c'est une question de synthèse, puis déduisez l'origine de l'eau nécessaire à la formation du magma dans les zones de subduction. Commençons tout d'abord par l'explication des changements minéralogiques. Je rappelle que les roches R1, R2, R3 constituent la croûte océanique plongeante. Généralement, ces roches, si on veut montrer comment ils ont subi un changement minéralogique, on doit tout d'abord déterminer leurs conditions de formation, c'est-à-dire la température et la profondeur dont elles appartiennent.
Donc pour R1, vous voyez que R1, généralement, il est localisé, la roche R1, il est localisé dans le domaine de stabilité de l'assemblage minéralogique, et la composition minéralogique de cette roche est essentiellement plagioclase, chlorite, actinote. Pour la roche R2, il appartient au domaine 2, stabilité de l'assemblage minéralogique, et il possède surtout les plagioclases et la glycophane. Pour la roche R3, il appartient au domaine 3, où il y a un assemblage minéralogique grenat-jadéite. Donc, la réponse qu'on peut donner, généralement, en s'enfonçant en profondeur, la croûte océanique constituée de roches R1, R2, R3, les roches R1 vont subir une augmentation, comme vous voyez, et de la température et de la profondeur. On passe de la température de 200 à 300 à peu près, et de pression à peu près 0,4 gigapascal à une pression de 1 gigapascal. Donc, suite à une subduction des roches R1, on obtient une roche R2 qui a subi une température et une pression plus élevée. De même, suite à l'enfoncement de la roche R2, il subit aussi une élévation de température, comme vous voyez, et de pression. On passe de à peu près 300 à 450 pour la température et de 1 gigapascal à 1,7 gigapascal. Donc, ce qu'on comprend de ceci, que généralement ces changements minéralogiques, autrement dit la disparition d'un ensemble minéralogique plagioclase, chlorite, actinote qui caractérise la roche 1 et l'apparition d'un autre assemblage minéralogique qui caractérise la roche R2 est due vraiment à l'augmentation et de la température et de la pression. D'accord? De même, la disparition d'un ensemble de minéraux de R1 avec apparition d'un ensemble minéralogique de R2, elle est due à une augmentation de la température et de la pression suite à la subduction et à l'enfoncement de la plaque subduite. Donc la réponse qu'on peut donner finalement est la suivante. La subduction de la lithosphère océanique est accompagnée par une augmentation de la pression et de la température, conduit à des réactions minéralogiques, c'est-à-dire disparition de certains minéraux et apparition d'autres, suite à des réactions minéralogiques. Donc on peut finalement dire que ces changements minéralogiques sont dus à l'augmentation de la température et de la pression. Dernière question, d'où vient l'origine, d'où vient l'eau qui sert à hydrater la péridotite? Pour répondre à cette question, généralement, on doit se baser sur le document, toujours le même document. Vous voyez, d'après la figure petit b, que la roche R1 composée de cet assemblage minéralogique, généralement, lorsqu'il se transforme en une roche R2, il y a libération de H2O. De même, le passage de R2 à R3 est accompagné par une disparition par des réactions minéralogiques avec disparition d'un ensemble minéralogique et apparition d'eau et apparition d'un autre assemblage avec libération d'eau. Donc vous voyez que l'eau, l'origine de l'eau vient des réactions minéralogiques où sont soumises les roches R1, R2 et R3. Donc on peut répondre finalement que l'origine de l'eau nécessaire à la genèse des magmas provient surtout des réactions minéralogiques 1 et 2 que subissent les minéraux des roches de la croûte océanique subduite sous l'effet de l'augmentation de la pression et de la température. Donc, comme vous savez déjà, généralement, la subduction des roches de la croûte océanique dans une zone de subduction sont accompagnées d'une élévation et de la température et de la profondeur et de la pression. Donc, à une profondeur donnée, par exemple, ces roches vont subir
des réactions minéralogiques qui vont donner à la fin une libération d'eau. L'eau libérée généralement va va abaisser la température de fusion de la péridotite chevauchante, A par exemple. D'accord? Cette fusion va bien sûr donner un magma et qui va monter à la surface pour donner soit un volcan à la surface, les roches volcaniques andésitiques, soit il se cristallise à l'intérieur pour donner les roches plutoniques comme le genre de granodiorite. Donc on voit clairement que l'origine de l'eau vient des réactions minéralogiques des roches au cours de leur subduction. Cette eau va faciliter la fusion partielle de la péridotite hydratée qui va donner bien sûr un magma, soit volcanique, soit plutonique. Merci pour votre attention. Je vous remercie encore une fois et bonne chance.